Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Il y a quelques semaines, on avait tenté de chercher de l'or dans les mines. Aujourd'hui, on va tenter d'éviter le coup de grisou. Comment ça va Sophie? Eh bien, humide, on a eu les premières pluies de la saison et ma foi, c'est une très grande nouvelle. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas eu une goutte d'eau, ça fait plaisir. Voilà. Fantastique, c'est vrai que la semaine dernière tu te désespérais de ne pas avoir de précipitations depuis bien longtemps. Je me désespérais et exactement, je me desséchais complètement. Hélas. Et toi, comment ça va de ton côté ? Eh ben ça va bien, il y a eu beaucoup de pluie de notre côté, la dernière semaine a été plutôt arrosée, le soleil est revenu, ça fait plaisir. Ah. Donc l'occasion d'aller peut-être chercher quelques oiseaux. C'est bien, on fait un échange. C'est bien. Ouais, après on a des températures un peu basses aussi, même si là ça va revenir dans les moyennes de saison. Ouais. Et d'ailleurs les hirondelles ont été quelque peu malmenées, puisque elle est très faible température. Pauvre bestiole. On tirait la sonnette d'alarme chez pas mal de centres de sauvegarde de la France, puisque les hirondelles s'épuisaient de ne pas trouver leur nourriture dans ces conditions climatiques difficiles. Et donc, zut. Plusieurs régions malheureusement se sont retrouvées avec des effectifs d'hirondelles mal embarqués, dirons-nous. Sophie, oui. Comme je l'ai dit, de mon côté, on va parler de coups de grisou, on va parler donc de mines, on va parler de canaries. Et toi, tu vas nous parler de quoi ? Moi, je vais vous parler d'un petit pipiou que vous connaissez bien, qui s'appelle le moineau domestique. On va pas faire dans l'exotique aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. Voilà. J'ai jamais entendu ce nom. Jamais le moineau domestique, ça non, jamais. Bon, bah, c'est peut-être moi qui confonds avec un pipiou d'ici, après tout. Qui sait Tu confonds peut-être avec, je sais pas moi, le merle noir ou le rouge-gorge, je ne sais pas. Ah oui, non, ce sont des oiseaux qui se ressemblent beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est un oiseau qu'on n'évoque pas souvent dans le Courrier de la Sterne. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a plein de trucs à dire dessus. C'est clair que c'est pas parce que c'est le moineau domestique qu'il est pas super intéressant aussi. Exactement, on verra ça dans la première partie, on parlera des mines dans la seconde, mais avant tout ça, on commence l'émission par notre fameuse rétro piou piou, les petites découvertes qu'on a faites cette semaine dans le monde des oiseaux. Je vais commencer Sophie, alors on va pas parler de moineaux, on va parler de mésanges, parce que un article de la Audubon Society en date du 4 septembre dernier nous apprenait que si vous voulez trouver des parulines et quelques oiseaux un petit peu rares, il faut suivre les mésanges. Ouh. C'est fou ça, non ? Ouais. Alors pourquoi ? Parce que les mésanges organisent ce qu'on appelle des rondes. Donc des rondes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont plusieurs espèces d'oiseaux qui se réunissent pour aller chercher la nourriture. Et d'après certains scientifiques, il se pourrait que certains oiseaux se mêlent à ces rondes, notamment dans les périodes migratoires et hivernales, parce que ces oiseaux ont justement la connaissance du terrain. Et donc, quelque part, ces oiseaux profitent de la connaissance géographique des oiseaux qui sont présents tout au long de l'année. D'accord. C'est vachement bien. Ça fait GPS, en fait, c'est l'oiseau GPS. Exactement. Alors, il y a une étude qui a été menée au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, des endroits où il n'y a pas de mésanges. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont diffusé donc du coup des cris de mésanges à tête noire, donc qui est une espèce nord-américaine, pour observer la réaction des oiseaux locaux. Eh bien, les oiseaux se sont rendus vers les haut-parleurs où étaient diffusés les chants de ces oiseaux. Ce qui suggère donc que même si ce sont des oiseaux qui ne sont pas présents, il y a une espèce d'instinct qui conduirait quelque part les oiseaux à se réunir auprès des mésanges. Ce qui est assez intéressant pour le coup. Du GPS version oiseau, ça me va. De mon côté, un petit truc pour l'agenda cette fois-ci. Les journées européennes de la migration de 2025, donc de cette année, ça se passera du 4 octobre au 5 octobre. Alors, c'est peut-être déjà passé à l'heure où on publie cet épisode, j'espère que non. Ce sera passé depuis à peu près un mois, je pense. Mais zut, bon tant pis. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire que la migration des oiseaux, comme on vient de parler des hirondelles aussi, c'est en ce moment. Alors n'hésitez pas à aller voir les endroits sur les routes de migration qui sont pas très loin de chez vous. Si vous voulez aller voir des bestioles qui passent, va y en avoir quelques-unes. Voilà.
Oui, puis fin novembre, début novembre où sera diffusé cet épisode, normalement, je pense qu'il restera encore quelques oiseaux de passage. Donc il y aura sans doute encore de quoi faire de belles observations d'ici là. Voilà. Bah, d'oiseaux de passage à de drôles d'oiseaux, j'ai enfin vu Listers, Sophie. Une quoi? Listers, Ah, le t'as fameux vu documentaire Ça y est, oui, d'accord. sur... Excuse-moi, j'étais partie alors, sur un nom d'oiseau, je me suis dit, attends, Easter, qu'est-ce que c'est comme Listers, histoire? Ah non, le qu'est-ce que film, c'est oui, que autant ce pour nom moi. d'oiseau? Ça y est, tu l'as vu, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, ça raconte l'histoire de Quentin et Owen Reiser, qui sont deux mecs lambda qui se décident du jour au lendemain à faire un big year, Exactement. donc c'est-à-dire à parcourir les États-Unis, le Lower 48 pour être précis, c'est-à-dire les 48 États, exception de l'Alaska et de Hawaï, pour eh bien, trouver le plus d'espèces possible. Et ces gens n'ont absolument aucune connaissance et ça va C'est très déboucher marrant. sur quelques comment dire, quelques situations un peu burlesques, il faut bien le dire, notamment au début où ils vont commencer à appeler les oiseaux, ah bah c'est un tel ça, puis ça c'est un tel ci, etc. Et puis au bout de 6 mois, ils vont commencer à avoir une sacrée culture ornithologique. Alors c'est un documentaire qui est assez intéressant, il est effectivement un peu drôle, mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même beaucoup plus drôle par rapport à ce que les Américains en ont fait, parce que c'est un documentaire qui va bientôt atteindre le 1 million de vues sur YouTube, mine de rien. Ce qui est quand même assez extraordinaire pour un documentaire sur les oiseaux. Et surtout un documentaire amateur sur les oiseaux. Donc je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus drôle, mais en réalité c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, je trouve, au fur et à mesure du temps. Du déroulé du documentaire qui dure quand même 2 heures. Hein, donc il faut avoir le temps libre devant soi pour pouvoir le regarder. Et c'est un documentaire qui parle à la fois donc de l'ornithologie, mais aussi des gens qui sont fanatiques de l'ornithologie. On est passionnés, Sophie, toi et moi, d'ornithologie, mais on va sur des gens qui vont parcourir tous les États des États-Unis pour aller voir le plus d'espèces possible. Donc le maximum, je crois, c'est 760 espèces vues sur une seule année, parce que le but d'un Big Year, c'est de le faire en une seule année. Et ça va amener à des comportements très étranges. Il y a une thèse qui a été sortie donc, dans les années 2000 qui expliquait justement ce qu'était le extreme birding, donc grosso modo l'ornithologie extrême. Et ben, ça allait à des proportions assez extraordinaires. Alors, il y a le fait d'affronter le mauvais temps, mais ça, tous les ornithologues le font. Hein, affronter les fortes pluies, les chutes de neige et autres, tous les ornithologues le font. Mais ça va parfois beaucoup plus loin, jusqu'à avoir des engueulades avec ses enfants ou avec son partenaire. Il y a même des divorces qui sont prononcés parce que la passion est tellement extrême que justement les gens ne peuvent pas faire autre chose, quoi, et délaissent quelque part leur famille, leurs amis et leurs différents moyens pour justement se consacrer uniquement à la passion de l'ornithologie. Et c'est un documentaire qui est assez intéressant parce que souvent on dit que l'ornithologie c'est quelque chose de bénéfique, on parle souvent des oiseaux en disant c'est super, allez sortir, prenez l'air pour observer, pour écouter les oiseaux, ça fait du bien. Mais on a aussi le cas inverse où une pratique extrême comme celle que le Big Year peut être, eh bien, peut provoquer des effets inverses. Voilà. Et ma partie préférée, c'est une espèce de partie un peu mafia où il y a un jeune gamin de à l'époque 15 ans, je crois, ou 17 ans, qui signale un oiseau, en fait, en disant voilà, j'ai des preuves irréfutables de la présence d'un oiseau. Et en fait, il y a quelqu'un qui va mener une contre-enquête et il va montrer en fait que le gamin a menti. Et donc du coup, il va se faire bannir de la communauté des ornithologues. Et t'as vraiment l'ornithologue qui est en mode non mais écoutez, on ne rigole pas avec ça. C'est vraiment. Nous sommes une communauté sérieuse, les gars, ça suffit. Hein. On va pas prendre n'importe qui. Quelqu'un, quoi. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est juste fou. Alors que le mec, il dit non mais j'étais jeune, c'est une erreur de jeunesse, etc. Mais non, vraiment, les ornithologues, ils sont hyper sérieux, hyper sévères sur le sujet. Quoi. Donc voilà, c'est un super sujet qui
est assez drôle, mais qui en même temps montre aussi les limites pragmatiques du Big Air, parce que c'est une énorme préparation à avoir, ce que disent les intervenants dans le documentaire. Et puis il y a toute une perspective, toute une réflexion sur comment les nouvelles technologies, parce qu'on parle beaucoup d'e-bird, hein, qui est utilisé par les Américains, pervertissent quelque part, c'est un terme un peu fort, mais j'ai lu quelques articles après avoir vu le documentaire, et c'est quelque chose qui transparaissait là-dessus, pervertissait quelque part l'ornithologie, par rapport au fait que maintenant tu as juste à transmettre des listes, que tu peux contacter les gens pour voir un petit peu les oiseaux qu'il peut y avoir, etc. etc. Et il y a même des gens des fois qui se lancent dans la recherche d'oiseaux rares alors qu'ils sont pas ornithologues. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Des gens, ils cherchent un oiseau, ils savent même pas à quoi il ressemble, mais ils cherchent un oiseau parce qu'il y a un oiseau rare dans le coin, et donc voilà, faut le chercher, quoi, il faut le trouver. Donc voilà, c'est une belle ouverture, une belle fenêtre sur l'ornithologie et ses qualités, et aussi ses défauts. Et je t'invite à aller le voir, Sophie. Moi, j'avais commencé à le regarder. On aura regarder, peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais j'ai pas fini. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais là, normalement, je devrais avoir un peu de temps cette semaine avec un peu de chance. Je te le souhaite, Tu t'en étais arrêté où? Oh, je sais plus. Je crois que j'étais plus ou moins vers la moitié. Hein. Ok, d'accord. Mais faut que je regarde. Okay. Mais ils avaient déjà fait un bon voyage déjà. Ils étaient bien avancés. Je sais plus exactement où est-ce qu'ils en étaient. Ça fait, il y a eu trop de trucs entre deux. Je reprendrai peut-être entièrement. C'est pas évident à suivre, parce qu'à un moment donné, ils partent. Le documentaire se déroule en juin, puis ensuite en août, puis ensuite ils reviennent en juin, donc c'est pas forcément évident à suivre comme chronologie. Ouais. Donc je peux comprendre. Ouais, c'est pas forcément. C'est vrai. Puis bon, après pour ceux qui parlent pas anglais, ça reste en anglais quand même. Donc. Absolument. Et il y a de très très beaux shoots d'oiseaux. Oui, c'est vrai. Ils sont bien avec la caméra, ils sont peut-être moins doués en oiseaux, mais en niveau film, ça va. Très très belles images, effectivement. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez vu le documentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, puisque c'est un documentaire qui a eu son petit succès, et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent le Courrier de l'Esterne qui ont peut-être eu l'occasion de le découvrir. Voilà. Longue parenthèse pour dire que j'ai regardé Lister, j'en suis désolé, puisqu'on est toujours dans la rétro piou piou. Non mais c'est bien, parce que t'as l'air d'avoir apprécié, alors écoute, c'est déjà plutôt une bonne review. C'est bien d'avoir des reviews comme ça, au moins ça permet de savoir si un truc est bon ou pas. Non, c'est plutôt bien. Moi de mon côté, on va partir du côté des cormorans. Alors, est-ce que tu sais que dernièrement, au niveau de la Commission européenne, il y a eu une grosse discussion, et des pays qui encouragent fortement à chasser le cormoran à nouveau, sachant qu'évidemment ce sont des oiseaux qui sont protégés, hein, n'oublions pas. Il y a 7 ou 8 pays, il me semble, qui ont déposé une requête auprès de la Commission européenne. En l'occurrence, je crois que c'est l'Estonie, la Finlande, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, il me semble, peut-être un ou deux en plus, qui donc ont déposé cette demande devant la Commission européenne pour aller chasser le grand cormoran. Parce que ils disent que en gros le grand cormoran, c'est un problème, parce que ça mange le poisson, et que du coup à cause d'eux, il y a plus de poissons. Voilà, bon, je te résume un peu la chose rapidement, mais en gros c'est le principe. Pour avoir travaillé avec des oiseaux d'eau, on voit un peu comment tout ça fonctionne au niveau des dynamiques de population. C'est pas une population d'oiseaux, même de cormorans, qui effectivement pêchent très bien, qui vont complètement utiliser toute une population de poissons à l'endroit où ils sont. Ils peuvent pas manger normalement si les poissons se reproduisent normalement, si on les laisse faire leur cycle de reproduction correct. C'est pas une population de cormorans qui va venir complètement manger tous les poissons. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'écosystème. Et je pense qu'il y a certainement un autre problème plutôt que ces cormorans, et c'est pas en tuant les cormorans qu'on va résoudre le problème. Et c'est effectivement ce que plusieurs associations ont sorti en disant attendez, ces oiseaux, c'est des oiseaux protégés. On va pas. Il est hors de question de recommencer leur chasse. Ils sont protégés pour une raison. Hein. C'est des oiseaux qui sont quand même en voie de disparition. Donc, pour l'instant, on n'a pas la réponse de la Commission européenne, mais on espère évidemment que ce ne sera pas positif pour la chasse.
tout ce qu'on sait, et moi de ce que j'en sais de mon expérience, c'est que si effectivement la chasse au cormoran est réappliquée dans ces endroits-là, ça ne résoudra certainement pas le problème. À mon avis, il faut plus se tourner du côté de la pêche intensive que du côté des cormorans pour avoir la solution à votre souci. Voilà. Mais oui, mais il est toujours mieux de regarder chez le voisin et de voir le problème chez le voisin. C'est toujours le souci, malheureusement. Et oui, c'est plus simple de mettre ça sur le dos des cormorans que de mettre ça sur ses filets de pêche, c'est clair. Exactement, c'est exactement. Et ben voilà, on a fait le plaidoyer du cormoran. Eh bien, on va peut-être faire celui du moineau domestique d'ici quelques instants, juste après une petite coupure. Moineau domestique, Sophie, donc, qu'est-ce qu'on a découvert chez l'oiseau le plus répandu au monde? Alors, 1,3 milliard d'oiseaux. On est sur beaucoup d'oiseaux, effectivement, qui est très commun dans la plupart des parties du globe. Bon, c'est originaire de France, enfin pas de France spécifiquement, mais du bassin méditerranéen plus particulièrement, un peu en Asie, et il a été introduit grâce à nous, hein, principalement, dans plein d'autres grâce régions. Grâce au cormoran. Ah bon? Bah voilà. Pas grâce au cormoran. Bon, celui qui l'a introduit, il a traversé les mers grâce à lui, et tu savais pas? Bah c'est toujours la faute au cormoran, tout le monde le sait. Oui, exactement. La faute, ou plus, pour le coup c'est peut-être un bienfait, je sais pas, est-ce que tu penses que le moineau c'est délétère? Ça je sais pas. C'est une bonne question. C'est pas la question d'aujourd'hui. Dans les endroits où il a été introduit, pour le coup, je pense que ça se... Je sais pas. Le moineau domestique, d'ailleurs, il n'est pas si commun que ça, parce que vous remarquerez qu'en France, ses effectifs commencent à baisser très largement. Il est pour l'instant pas classé menacé, mais il est classé... on se demande un petit peu où est-ce que ça va, disons, pour le moment. On regarde un peu les populations, on se dit mince, ça diminue, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça n'a pas l'air de s'améliorer, mais peut-être qu'avec un peu de chance, ça va se stabiliser à un moment, on sait pas. Le moineau domestique que vous connaissez tous très bien, avec son joli petit masque noir chez le mâle notamment, vous l'avez vu en France, mais vous le voyez aussi donc dans le reste de l'Europe, et à l'endroit dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle l'île de Lundy. Alors l'île de Lundy, c'est du côté du Royaume-Uni. On l'appelle aussi l'île des Macareux, si ça vous dit quelque chose. C'est une île qui est située du côté de la mer Celtique. Mais Sophie, rappelle-toi, on avait parlé de macareux moine et on avait dit que Lundi c'était le macareux. Exactement. En islandais, je crois, quelque chose comme ça. Quoi, en norrois. En norrois. En norrois, voilà. Et ben voilà, tout se recoupe dans cette émission. Non, mais c'est exactement, c'est un multivers chez nous. Donc, l'île de Lundy. C'est là où on va parler, pas du macareux cette fois-ci, mais du moineau domestique, parce que oui, le moineau domestique est allé jusqu'à l'île de Lundy. C'est pas très loin des côtes britanniques, vous me direz, donc c'est pas très étonnant, ça peut complètement voler de l'un à l'autre, le moineau domestique, j'en suis sûre, et puis il suffit d'un petit coup de vent là-bas, c'est commun, hein, on sait jamais. Puis il suffit d'un cormoran, voilà, un cormoran, qui passe un coup de par vent, là. Un macareux, il y a du moineau, voilà. Donc, l'île de Lundy, il y a des moineaux, et il y a des moineaux un peu partout sur l'île de Lundy. Alors l'île de Lundy, c'est un endroit qui est généralement assez sauvage quand même, à part pour certains endroits où vous avez des humains qui viennent y faire non seulement des observations, mais aussi un peu de bruit de temps en temps, parce qu'ils y travaillent, ils ont une sorte de hangar avec des 2-3 endroits où ils font de la maintenance sur les équipements qui sont sur l'île, puis sur les bateaux et autres trucs comme ça. Donc ça fait un peu de bruit, ces équipements-là, et notamment le hangar. Et donc les moineaux domestiques qui vivent à proximité de ce hangar donc, sont soumis à des stress, déjà de par la présence des humains, et aussi de par le bruit que les humains produisent. Alors vous avez donc deux populations. Les moineaux sur l'île ont été classés en deux groupes. Les moineaux qui sont proches de ce hangar et qui donc sont soumis au bruit des activités humaines, et les moineaux qui vivent plus loin sur l'île et qui n'ont pas ce stress constant des activités humaines, que ce soit le bruit ou la présence des humains. Donc ça nous fait deux groupes assez distincts, et deux groupes qui sont très pratiques à étudier du coup, parce que on peut voir les différences entre les deux populations, et ça c'est top. Et donc c'est le sujet d'une étude qui a été publiée récemment
dans Behavioral Ecology, donc un journal d'Oxford, qui est sorti donc ce septembre-octobre, je ne sais plus exactement quelle date, mais enfin ça date de, donc je crois que c'est 26 septembre 2025, donc c'est très récent, et qui a sorti ses conclusions sur une étude qui a duré 23 ans quand même, donc c'est pas une petite étude, incroyable. sur l'île de Lundy, sur les moineaux domestiques. Et c'est une étude qui prend aussi en compte, évidemment, les résultats qu'on a eus récemment sur l'effet des activités humaines sur les oiseaux, alors que ce soit au niveau de la nidification, mais aussi au niveau du développement de l'oiseau, à la fois quand ils sont dans l'œuf, mais ensuite après quand ils sont poussins dans le nid avec les parents. On en avait parlé d'ailleurs précédemment, si tu te souviens, de l'effet du bruit sur le développement des poussins. Alors c'était pas sur le moineau domestique, il me semble que c'était sur un autre. C'était le bruant, je crois. Non, c'était pas le bruant, c'était... Non. Zut, le nom va me revenir. On avait parlé du bruant, ça c'est sûr. Oui, mais c'était pas sur celui-là. C'était juste... Zut. Le nom va me revenir, mais bref. C'est un autre organisme modèle qu'on utilise. Si, c'est celui qu'on utilise très régulièrement, là, zut. Évidemment, je perds le nom là maintenant, c'est terrible. C'est celui qui a les petites joues rouges, tu sais. Pardon ? Qui a les joues rouges. Oui. Non, j'allais dire la maison charbonnière, mais il a pas les joues rouges. Non, en captivité. Zut. Le pada. Le pada de Java ? Non, pas du tout. Non. Non plus. Bon, j'en trouverai, c'est pas grave. De toute façon, c'est dans un des précédents épisodes. Plus que 10 000 espèces, Sophie, on va le trouver. Un petit peu plus avec les listes dernièrement, non ? Attends. Ouais, mais bon, ouais, ça va. C'est pas grave. Les manchots et les tinamous, on va les laisser tranquilles. Non, je pense que c'est pas cela, mais je retrouverai le nom tout à l'heure, mais c'est terrible, ça m'échappe. Oh la vache. L'inope mélodieuse, ciserin flammé, c'est un oiseau d'Europe, Sophie ? Non, pas du tout. Non, c'est un oiseau australien. Un oiseau australien. Oui, zut. Bon, bref, c'est pas grave. Avec les joues rouges. C'est pas grave. Donc, on est parti donc sur ce moineau domestique parce que voilà, on a décidé de rester en Europe. Et donc, chez ce moineau domestique, il se trouve que on a aussi des conséquences si l'oiseau il vit à côté des humains ou pas. Et alors, l'hypothèse qui a été testée dans cette étude, c'est une hypothèse qui, ma foi, est testée dans pas mal de cas et qui souvent est testée pour l'homme aussi. Est-ce que, selon toi, si on est... alors, pour reprendre l'expression qu'ils utilisent, silver spoon, donc si on est né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire si on est né dans un environnement qui est absolument parfait, est-ce qu'on a plus de chances de survie et de reproduction que si on est né dans un environnement où c'était pas top ? Intéressant. Reproduction, je pense pas. Mais survie, étant donné que tu es confronté à un environnement qui est beaucoup... Après, ça dépend de l'environnement en question. Oui. S'il est manipulé par la main de l'homme, ouais, non, à mon avis, ça va être... c'est compliqué comme question. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il a bien fallu 23 ans quand même. Oui. Donc, la question, elle est posée... est-ce que, du coup, l'hypothèse étant, si on est né effectivement avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est exactement l'expression qu'ils utilisent dans la publication, je n'invente rien, donc c'est pareil en anglais. Donc si on est né comme ça, dans de bonnes conditions, qu'on a grandi dans de bonnes conditions, pour eux, l'hypothèse, c'est que on va avoir plus de chances de survie et peut-être un meilleur succès reproducteur après. Donc c'est ce qu'ils ont voulu confirmer avec cette étude, ou peut-être infirmer, on ne sait pas encore, je vais vous dire ça tout de suite. Surprise. Surprise. Et pour mieux arriver à cibler ce qui se passe, ils ont aussi séparé ça par sexe, c'est-à-dire en fonction de si on est un mâle ou si on est une femelle, peut-être que l'impact va être différent. Donc ils ont pris toutes leurs données sur 23 ans, ils ont essayé de tout compiler, et ils ont fait un petit peu de... ils ont regardé les résultats que ça leur donnait. Alors, il se trouve que au niveau des résultats, on le sait, lorsque vous avez du bruit dans votre environnement proche, quand vous êtes un oiseau, c'est toujours un peu plus compliqué parce que vous avez toujours un petit peu plus de stress. On l'a vu donc dans les études sur le développement à l'intérieur de l'œuf déjà des oiseaux, il y avait un impact, non seulement sur l'oiseau lui-même, mais surtout sur sa vitesse de développement et sur son poids à l'envol et surtout sur son poids à la naissance, le poids du poussin. Et il y avait vraiment un effet physique de ce stress-là sur le poussin. Et donc là, c'est pareil, vous avez un effet physique de ce stress sur le poussin, évidemment.
Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cet effet n'était pas forcément le même chez les mâles et les femelles. Alors, eux, ce qu'ils ont mesuré, c'est la survie au bout d'un an. Après, une fois que le poussin a quitté le nid, est-ce qu'il arrive à survivre suffisamment longtemps? Est-ce qu'au bout d'un an, la survie est plus ou moins la même qu'un poussin normal qui, lui, n'a pas été soumis à un stress? Ou est-ce que sa survie peut-être diffère en fonction des mâles et des femelles? Bref, qu'est-ce qui se passe? Alors, il semblerait que, au niveau du bruit, au niveau du stress, la survie à un an du poussin, ça change pas beaucoup si jamais le poussin il a été exposé au bruit ou s'il n'a pas été exposé au bruit. Visiblement, au niveau de la survie, c'est pas trop un problème. Par contre, là où ça va changer, c'est au niveau de la reproduction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes un poussin et que vous êtes exposé au bruit quand vous êtes tout petit, eh bien, il y a deux manières de réagir à ça. Soit vous êtes une femelle. La femelle va se reproduire beaucoup moins si vous êtes exposé au bruit qu'une femelle qui ne sera pas exposée au bruit quand elle est plus jeune. Donc bon, ça c'est pas trop étonnant. Mais par contre, quand vous êtes un mâle et que vous êtes exposé à pas mal de bruit, vous allez vous reproduire beaucoup plus. Alors, la raison derrière ça, pour l'instant, les chercheurs, ils savent pas trop. Ils savent pas trop. Pour les femelles, ils supposent que peut-être, possiblement, la raison pour laquelle elles se reproduisent moins, c'est que vous avez... il y a peut-être un choix qui s'effectue entre, cette fois-ci, la capacité... Parce que chez les femelles, la reproduction, c'est quand même quelque chose qui demande énormément d'énergie, hein, c'est elles qui font les œufs, etc. Oui, donc c'est quand même un processus qui est très très lourd au niveau de la survie de la femelle, c'est compliqué. Hein. Donc peut-être qu'il y a un choix qui est fait chez la femelle entre la survie de l'individu et la capacité à se reproduire. C'est-à-dire que soit vous avez utilisé les ressources que la femelle a réussi à prendre pour arriver à survivre dans ces cas-là, mais que vous n'en avez pas en plus pour arriver à vous reproduire en plus derrière, ce qui fait que du coup vous reproduisez moins. C'est une hypothèse, et puis peut-être que pour le mâle, c'est tout à fait autre chose qui rentre en jeu, pour l'instant ils savent pas trop. Mais en tout cas c'est marrant parce que vous avez vraiment cette différence entre les sexes au niveau de l'impact du bruit sur les petits. Et il y a aussi un autre impact, c'est que lorsque vous avez une portée qui est plus ou moins nombreuse, c'est-à-dire que lorsque vous avez beaucoup de frères et sœurs ou qu'au contraire vous êtes un enfant unique, il y a aussi des choses qui vont changer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un enfant unique et que vous avez 2 parents oiseaux qui viennent vous nourrir toutes les 15 minutes, vous bouffez 2 fois plus. Alors que quand vous n'êtes pas un enfant unique et que vous avez 15 petits frères et sœurs à côté, que eux aussi demandent la béquille, 15 quand même. Ça fait beaucoup, 15. Bon, on va pas dire 15 pour un mono domestique, ça fait quand même beaucoup, mais mettons que vous avez plein de petits frères et sœurs à côté, clairement, ça va être compliqué, il va falloir se battre un petit peu pour avoir à manger. Il est fort possible que vous ayez moins de nourriture que si vous aviez été tout seul, bien engraissé par 2 parents. Et c'est effectivement ce qui se passe. Les petits à l'envol, lorsque vous avez plus de petits, généralement, ils ont un poids qui est plus faible. Mais par contre, leur survie n'est pas affectée, il semble, par la taille de la couvée, d'après ce qui se voit dans l'étude. En revanche, la reproduction va être affectée une fois encore, parce que une fois encore, il va falloir choisir entre les ressources qui vont être consacrées à la survie de l'individu ou les ressources qui vont être consacrées à la reproduction, et vous pouvez pas faire les deux. Si vous n'avez pas assez à manger, il va falloir faire un choix. Alors que quand vous avez suffisamment à manger et que vous pouvez développer les deux, dans ces cas-là, il n'y a pas de choix à faire au final. Mais du coup, encore une fois, on s'aperçoit que les activités humaines engendrent un stress, même dans un endroit aussi reculé que l'île de Lundy, qui pourtant n'est pas très peuplée. On est d'accord qu'il y a un hangar sur l'île. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Mais juste avec ce simple hangar, on voit déjà une différence entre la population d'oiseaux qui habitent à proximité ou tout à côté, voire même dans le hangar pour certains, il y a eu des nids qui étaient à l'intérieur du hangar, et la population qui va habiter beaucoup plus loin sur l'île et qui n'a aucun contact avec les activités humaines. Donc c'est encore une étude de plus qui montre les effets de l'humain sur les oiseaux. Et pourtant, c'est un oiseau qu'on connaît bien, vu qu'il s'appelle même le moineau domestique, donc on considère qu'il est quand même vachement proche de l'homme, et qui devrait donc être moins impacté par nos activités humaines à nous que le reste des oiseaux. Voilà. Ah, c'est fou ça. Incroyable. Donc une étude de plus. Le simple fait qu'on ait juste... Ouais, le fait simple qu'on ait juste un hangar à côté... Est-ce que la distribution, enfin la disponibilité en nourriture est vraiment compromise à côté de ce hangar? Parce que, comme tu dis, on est sur quand même une île où
malgré la présence de ce hangar, on est à mon avis quand même dans des conditions plutôt propices pour récupérer plutôt facilement la nourriture pour les moineaux. Est-ce que c'est dit dans l'étude justement qu'il y a un appauvrissement de la qualité ou de la quantité de nourriture à trouver à proximité? Alors la quantité de nourriture à trouver à proximité, non. Mais par contre, ce qui va effectivement faire la différence, c'est la quantité de frères et sœurs. Parce que là, du coup, il y a une diminution effective de la quantité de nourriture allouée à un poussin dans le nid. Mais la quantité et la qualité de la nourriture ne sont pas affectées dans l'environnement. Donc c'est exactement les mêmes choses qui sont disponibles pour les deux populations. Eh ben, est-ce que tu as retrouvé l'oiseau du coup? Ah zut, attends. Non. Non, mais on va le retrouver. C'est le diamant mandarin. Oui, voilà. Voilà, ça y est. pas Voilà. Tu vois, fallait juste chercher un petit peu plus et c'est bon, il est revenu. Incroyable. Voilà. Donc c'était lui dont on avait parlé, c'est avec lui qu'il y avait eu des tests sur, sur la viabilité des embryons dans des œufs en fonction du bruit qu'il y avait à proximité ou pas. On en avait parlé aussi au niveau du développement du chant, il me semble. C'est quoi qu'on avait parlé chez le bruant? Je sais plus. Ah, je sais. Non, si le bruant, c'était le chant, il me semble. Parce qu'il y avait une histoire de chant dans des œufs, savoir s'ils étaient capables après d'apprendre le chant d'autres oiseaux ou pas. S'ils avaient eu les parents qui chantaient à côté ou pas. Et c'était surtout important, on avait noté pour les mâles, visiblement, qui effectivement chantaient pour le territoire, pour les femelles, etc. Ah ouais. Oui, c'était faut dire ça. Que 130 épisodes, faut les retenir. Hein. Ah C'est pas toujours évident. Hein. Exactement. C'est pas toujours évident. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir parlé du moineau domestique. On va enchaîner avec le canari, juste après une petite coupure. Allez, deuxième partie du courrier de la Sterne. Avec les Sophie, coups de grisou. Je vais te parler du coup de grisou, du canari. Ah. Alors, avant l'utilisation du canari, on utilisait plusieurs choses. On utilisait notamment des lampes de sûreté à flammes. Elle a été inventée par Humphrey Davy et c'est une lampe qui sera utilisée jusqu'à tard, jusque quasiment aux confins des années 2000, ce qui est quand même plutôt des années 90 pardon, 2000, ce qui est quand même plutôt 2000 un peu loin quand même. Ouais absolument. Il y a aussi dans les années 50-60 l'utilisation de ce qu'on appelle le grisoumètre, qui consiste tout simplement à détecter avec donc la mesure de la concentration en gaz les potentielles problématiques liées à l'accumulation du dioxyde de carbone. Puis, du monoxyde de carbone, pardon, pas du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, parce que c'est ça en fait le grisou. Grosso modo, une accumulation du monoxyde de carbone. Et cette accumulation, elle peut être problématique puisque entre 5 et 15% d'accumulation dans une mine, il explose. Et c'est pour ça justement qu'on a eu des accidents assez importants tout au long du 19e et même du 20e siècle qui se sont produits dans les mines. Et au-delà de 30%, donc au-delà de 15%, il n'explose plus, mais à partir de 30%, il déclenche une forme d'asphyxie. Oui. C'est évidemment l'intoxication au monoxyde de carbone que l'on connaît tous. Et justement, c'est à la suite d'un accident qui a eu lieu au Pays de Galles en 1896 que le physicien John Scott Haldane, qui va investiguer quelque part les résultats de l'explosion qui a eu lieu dans la mine de Tylerstown Colliery, donc en 1896, il va tirer tout un tas en fait de petites règles élémentaires que les mineurs vont devoir respecter et quelques objets qui vont leur permettre justement de détecter plus facilement la concentration anormale de monoxyde de carbone. Et c'est là que rentre en lien notre fameux petit piou-piou, notre petit canari, puisque c'est lui donc qui théorise l'utilisation de l'oiseau. Il est assez difficile de savoir d'où vient réellement la première utilisation de l'oiseau parce que
Certains parlent directement de son utilisation dès la fin du 19e siècle, mais c'est vraiment à partir de 1911 vraiment qu'il va s'imposer l'oiseau, notamment au Royaume-Uni, où 2 canaris, et j'ai pas compris pourquoi 2 canaris, étaient utilisés dans chaque puits pour extraire justement par la suite le minerai. Donc comment ça fonctionnait ? L'oiseau, s'il tombait dans les pommes, puisque c'est un oiseau avec un métabolisme beaucoup plus élevé que le métabolisme des humains, signalait tout simplement qu'il fallait sortir le plus vite possible de la mine pour éviter justement toute problématique liée au monoxyde de carbone. Sophie, est-ce que tu savais qu'il existait, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été introduit au sujet dans cet épisode du Courrier de la Sterne, le ressuscitator. Le Est-ce que tu sais ce que ressuscitator. c'est ? Le ressuscitator, Sophie. Non. C'est quoi ça? Alors, concrètement, c'est un espèce de petit dispositif dans lequel donc, le canari est enfermé dans une espèce de cage. Ouais. Évidemment, les canaris ne volaient pas dans les mines. Dès que le canari montrait des signes d'intoxication, il y avait une porte en fait qui se fermait sur cette cage et il y avait une espèce de valve qui s'ouvrait. Et ça permettait en fait à de l'oxygène de rentrer dans la cage et de réanimer le canari. Ah ouais. C'est incroyable. Du coup, il avait sa petite bouteille d'oxygène dans sa cage en fait. Exactement. Il avait c'est exactement sa petite bouteille d'oxygène. Alors, avant l'utilisation des canaris, les mineurs repéraient souvent les souris. Voilà. Le comportement des souris pour savoir justement si l'endroit était dangereux ou pas. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de canaris, mais il y a plusieurs animaux qui ont été utilisés par les mineurs. Il y a eu du canari, il y a eu de la souris blanche, il y a eu aussi du pigeon qui a été utilisé dans les mines. Malheureusement, on n'a pas d'image de pigeon qui a été utilisé dans les mines, mais apparemment, c'était plutôt efficace. D'accord. Incroyable, hein ? Ça reste un oiseau, j'imagine, donc ouais. Et on a tous l'image, enfin moi j'ai encore en tête, mais j'avais vu Germinal il y a longtemps, le vieux film, tu sais, en noir et blanc. Et à un moment, il y a effectivement un canari, et bon, à l'époque j'étais toute petite, alors je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est vrai que en regardant ça avec des yeux d'adulte, tu te dis, ah oui, effectivement, le canari, c'était la bestiole qu'ils amenaient dans les mines pour savoir s'il pouvait respirer ou pas, ou s'il y avait un problème. Donc, Des canaris, des poulets, donc ça c'est des études qui ont été menées pour savoir quel animal était le plus efficace pour détecter justement la présence de monoxyde de carbone. C'est mené en 1994 par le Bureau des mines des États-Unis et le canari était le plus performant, suivi donc de la souris, des poulets, des chiens, des pigeons, des moineaux, on revient à eux, des cochons d'Inde et des lapins. des cochons Voilà. d'Inde. Oui, c'est incroyable. En fait, j'imagine que c'est par rapport au poids de l'animal et à la taille de l'animal, parce que une plus petite concentration dans ces cas-là de monoxyde de carbone devrait les atteindre plus facilement, peut-être. Je suppose que c'est suppose que c'est ça. Après, je peux pas en être certain. Il y a d'autres oiseaux qui auraient été utilisés également comme des ciserins flammés. c'est de circonstance et des linottes mélodieuses. Pauvre bête. Voilà. Alors vous allez dire, mais moi je connais forcément des gens qui ont utilisé des canaris dans les mines. Eh ben non, pas en France. C'est un mythe. Aucun signalement de canaris n'a été remonté. Aucun canari n'a été utilisé dans les mines françaises. On n'a aucun signalement de cet oiseau dans le Nord-Pas-de-Calais. On n'a aucun signalement de cet oiseau dans la Moselle. C'est un animal qui était utilisé davantage du côté du Royaume-Uni et de la Belgique. En Allemagne, et pourquoi c'était un animal qui... Non. Alors sans doute en Allemagne, mais moi j'ai surtout remonté la trace au Royaume-Uni, en Belgique. D'accord. Et pourquoi ? Parce que c'était un animal qui était, extrêmement utilisé dans les volières, qui s'achetaient à bas prix. Et donc ce sont des oiseaux qui étaient très très appréciés et surtout très faciles à obtenir. Il faut savoir que les mines avaient leurs propres canaris, mais la plupart étaient achetés auprès de vendeurs privés ou d'animaleries qui ne parvenaient parfois pas à les vendre parce que généralement quand on cherche des canaris, on cherche des canaris colorés et donc les canaris qui n'étaient pas colorés, eux, ils descendaient à la mine. Oh, voilà. C'est ça m'intéresse c'est triste.
Exactement, si tu veux pas descendre à la mine, tu as intérêt à avoir des couleurs. Mais donc apparemment, ce que tu évoquais dans Germinal, et je suis d'ailleurs surpris, peut-être que c'est pas dans le livre de Émile Zola, mais je ne l'ai pas lu pour le coup, donc je ne peux pas l'affirmer. Apparemment, ce serait quelque chose qui ne se serait jamais produit en France. On n'a aucun signalement de canaries qui a été utilisé pour descendre dans les mines. Voilà. Ce qui est assez surprenant d'une certaine manière. Mais voilà un petit peu pour cet oiseau qui a eu une incroyable aventure. Les mineurs apprenaient aux canaris à chanter dans les mines pour éviter justement que l'oiseau se sente un peu seul lorsque justement les travailleurs descendaient. Eh bien, ils sifflotaient justement pour quelque part amuser l'oiseau. Il y a des vrais liens qui se tissaient au fur et à mesure du temps entre les mineurs et les oiseaux. Certains d'ailleurs avaient même leur propre canari, d'après certains commentaires que j'ai pu trouver. Et l'oiseau, il a été utilisé jusqu'à tard, très tard. Au Royaume-Uni, son utilité a été remise en cause à partir de 1988. Ce qui est tardif, mais on retrouve encore des utilisations de l'oiseau début des années 2000. Impressionnant. C'est fou, hein. Incroyable de se dire que cet oiseau a encore été utilisé jusqu'à tardivement, alors qu'on avait, comme je vous l'expliquais en début de partie, l'introduction d'outils technologiques et notamment du grisomètre qui permettait de relever la concentration de monoxyde de carbone dans les mines. Donc c'est un oiseau qui, mine de rien, a été longtemps utilisé jusqu'à tard, et il y a quelques reportages de la BBC où justement on voit encore l'oiseau être utilisé. Il y a un reportage dans les années 70 qui montre justement que les mineurs descendent à la mine pour justement, avec leur canari, avec leur assurance vie d'une certaine manière, pour justement miner. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous raconter sur le canari. Il y a pas mal de choses un peu fausses qui sont racontées autour de cette légende du canari et des mines. Je trouvais que c'était un super sujet à évoquer, même si pour le coup les sources sont pas évidentes à trouver. Les sources sont vraiment pas évidentes à trouver. Donc j'espère qu'on aura peut-être des gens qui s'y connaissent, peut-être dans les commentaires, qui nous en parleront peut-être davantage et qui nous confirmeront ou infirmeront certaines choses, et ça ce sera avec grand plaisir de vous accueillir là-dedans. Sophie, tu parlais alors on est en 2025, tu parlais il y a quelques épisodes de ça de mines encore justement souterraines en Afrique. Est-ce que tu as connaissance d'oiseaux qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés justement par les mineurs? Alors, pas à ma connaissance, dans les mines actuellement en Afrique du Sud, en tous les cas, il n'y a pas d'oiseaux qui sont utilisés, du moins autant que je m'y connais pas énormément en mine, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'était pas le cas. Il y a d'autres équipements qui sont utilisés après en dessous pour savoir un peu ce qui se passe et avoir la composition de l'air et ce genre de choses, mais il n'y a pas de canaries. Alors, peut-être qu'il y a, mais après ça, il y a des mines qui sont complètement illégales, par contre, celles-là. C'est des mineurs qui viennent dans les anciennes mines d'or, dans des endroits où normalement il n'y a plus grand chose qui reste, ça a déjà été pioché, et qui viennent miner illégalement. Alors je sais pas si eux, ils ont peut-être des moyens un peu plus rudimentaires, et peut-être qu'ils descendent encore avec des oiseaux, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas ce genre de choses ici, et je crois pas que la pratique soit vraiment utilisée. Donc à mon avis non. Mais c'est possible peut-être que dans ces conditions illégales, il y ait de temps en temps des oiseaux qui soient utilisés. Ça, à mon avis, ce serait le seul endroit encore où ça pourrait l'être. Et ben voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter sur le canari dans les mines. Et puis c'est après être descendu de la mine, on va remonter quelque part pour terminer cette émission, Sophie. Exactement. Voilà. Oh je fais ce que je peux pour trouver les transitions. Hein. Arrêtons de creuser un trou, sortons. Exactement.
Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. On espère que cet épisode vous a plu. On vous a dit beaucoup de choses, donc si jamais vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à nous apporter, eh bien n'hésitez pas. La section commentaires sur YouTube est faite pour cela. Si vous voulez réécouter certains épisodes où on a parlé justement de cet épisode où on cherchait le diamant mandarin, ce sera un épisode à retrouver évidemment dans les playlists sur et YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, parce que oui, le Courrier de la Sterne est présent sur toutes les plateformes de streaming, et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. D'ici là, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous. Salut à tous. À plus.